On est dépendant de tout. De notre transition écologique avec les panneaux photovoltaïques, les éoliennes. On est dépendant dans nos déplacements, les voitures, les scooters qu'on achète. On est dépendant de tout. On est des consommateurs. Est-ce qu'en 2027, l'ennemi du Parti socialiste, c'est encore la finance? Et en réalité, si on ne se réveille pas maintenant, la France, l'Europe, ne sera qu'un musée à ciel ouvert. On viendra nous voir parce qu'on aura des beaux monuments, parce qu'on a une belle histoire, mais c'est tout. Et on sera dépendant de tous les autres pour tout le reste. Est-ce qu'à un an des présidentielles, le Parti socialiste est encore un parti anticapitaliste aujourd'hui? Le modèle libéral mondial est mort. De quel RN on parle? On parle du RN qui veut la retraite à 60 ans ou du RN qui va manger avec le MEDEF pour leur dire qu'ils ont raison sur tout et qu'il faut travailler plus longtemps? Tout ça est une forme d'incohérence sur le fond. Bonjour Pierre Jouvet. Bonjour. On est ravis de vous recevoir sur Actu Éco. Merci mon Bosnie. Vous êtes député européen du Parti socialiste et vous venez d'être nommé rapporteur de l'Industrial Accelerator Act par le Parlement européen qui a pour but de réindustrialiser et d'accélérer la réindustrialisation au niveau européen tout en maintenant et aussi en accélérant sa décarbonation. On va en parler aujourd'hui, aussi des questions énergétiques et enfin du projet économique du PS pour 2027 avec un peu plus de prospective. Aujourd'hui, on est à moins de 1 an des présidentielles en France en 2027. Vous êtes député européen, mais aussi secrétaire général du Parti socialiste. Est-ce qu'à 1 an des présidentielles, le Parti socialiste est encore un parti anticapitaliste aujourd'hui? Je ne sais pas si je peux définir, ça pourrait faire une bonne capsule vidéo si je disais le Parti socialiste est anticapitaliste, mais ce serait sans doute un raccourci un peu simpliste. D'ailleurs, on vient de le voir pendant l'entretien qu'on a eu avant, je ne sais pas si je peux être défini comme anticapitaliste. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le Parti socialiste porte une vision économique moderne qui croit à une chose simple. Il faut de la liberté. Il faut de la liberté pour les Français, il faut de la liberté pour les investisseurs, il faut de la liberté pour les chefs d'entreprise. Mais la liberté, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire être capable de redistribuer les richesses. Ça veut dire être capable de planifier et de donner une visibilité à court, moyen et long terme. Ça veut dire être en capacité de protéger aussi ce qui nous est de plus cher, c'est-à-dire notre modèle social. Ça doit être en capacité de dire qu'on doit pouvoir augmenter les salaires parce qu'aujourd'hui, il n'est pas possible que quelques milliardaires possèdent plus qu'une grande majorité de Français. Ça veut dire faire une refonte de la redistribution fiscale du sol au plafond. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va rentrer dans une période où les baby-boomers, quand ils vont malheureusement mourir, vont laisser un capital et une part extrêmement grande dans les transmissions, notamment les transmissions immobilières. Et on doit s'interroger là-dessus, surtout dans un moment où la France va perdre des habitants, comme on l'a vu encore ces dernières semaines selon les chiffres. Donc ça veut dire penser le monde de manière différente, à l'aune du siècle dans lequel nous vivons, avec l'intelligence artificielle qui est là, avec les nouveaux rapports sociaux, avec les nouveaux rapports au travail. Et en tout cas, c'est une économie différente. Mais tous ces enjeux, augmentation des salaires, transition écologie, des meilleures conditions de travail, on les entend de la gauche radicale jusqu'au RN. Qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement socialiste là-dedans? Ce qu'il y a de spécifiquement socialiste, c'est sans doute les mesures et les approches différentes. Et puis c'est surtout l'hypocrisie de certains autres. Le RN, de quel RN on parle? Du RN qui était au Grand Prix de Monaco ce week-end avec Jordan Bardella? Ou du RN de Jean-Philippe Tanguy qui est sur des positions beaucoup plus lâches d'un point de vue économique? On parle du RN qui veut la retraite à 60 ans ou du RN qui va manger avec le MEDEF pour leur dire qu'ils ont raison sur tout et qu'il faut travailler plus longtemps? Tout ça est une forme d'incohérence sur le fond. Donc je crois que les socialistes, on a la cohérence de l'approche et de l'action qu'on porte. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment que la valeur, elle se crée avec de la création de richesses. Que pour créer des richesses, il faut des entreprises. Il faut donc des chefs d'entreprise. Et il faut donc des gens qui aient le courage d'investir, le courage d'y aller, qui doivent être accompagnés, qui doivent pouvoir investir de manière plus simple que ce qu'ils le font aujourd'hui, avec de la simplification aussi, administrative, territoriale. Il faut sortir d'un certain nombre de complexités qu'il y a. Mais en échange d'un contrat gagnant-gagnant, avec des salariés qui sont mieux rémunérés, parce qu'aujourd'hui, vous avez trop de différences d'écart de salaire, parce qu'aujourd'hui, les gens ne voient plus de perspective d'évolution dans leur boulot, et qu'on ne doit pas simplement aller faire grimper son taux de marge pour redistribuer aux actionnaires ou aux dividendes pour les plus grands groupes. Donc on doit réaccompagner ça. Moi, je crois fondamentalement, et c'est ce que pensent les socialistes dans ce projet pour 2027, qu'on est dans un moment charnière de l'Europe. Je l'ai évoqué, on en a parlé longuement,
mais un moment charnière aussi pour notre pays. Je pense qu'on est à la veille de grands bouleversements à l'échelle du monde. Tout va très vite. Le numérique, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, les changements d'approche dans la société, les mouvements de population qui sont différents, la reconquête de l'espace, la transition écologique qui est là demain. On doit repenser notre façon d'approcher les choses avec des lignes simples et avec des lignes claires. On parle d'une ligne simple, d'une ligne claire. Demain, le PS est au pouvoir. C'est quoi votre première mesure économique? Qu'est-ce que vous portez au Parti socialiste? Notre première mesure économique demain, si on arrive au pouvoir, l'augmentation immédiate des salaires. Le SMIC ou tous les salaires? Tous les salaires. C'est-à-dire d'abord, évidemment, puisque c'est le sujet sur lequel on a la main quand on est au gouvernement, c'est l'augmentation du SMIC. Et dès l'augmentation du SMIC faite, le même jour, la convocation d'une conférence sociale, patron, syndicat, gouvernement, pour augmenter les salaires. D'abord, ce qui bloque. Moi, j'ai une obsession. C'est comment on fait, sans affaiblir nos garanties et notre modèle social, comment on fait pour rapprocher le salaire brut du salaire net. Moi, je vois trop de gens qui n'arrivent plus à vivre. On ne peut pas être la 5e, 6e ou 7e puissance mondiale, je ne sais plus où on en est, et laisser des gens dans la misère telle qu'ils le sont. On doit redonner de la perspective. Il faut réenchanter la France. Aujourd'hui, on est dans un pays qui est déprimé, on est dans un pays qui ne se reconnaît plus, on est dans un pays qui se fait face tous les jours. Regardez ce qui se passe, les relations avec les forces de l'ordre. Regardez quand vous êtes dans la rue, vous conduisez, le nombre de coups de klaxon que vous entendez. Il y a une forme de tension permanente dans ce pays. On doit réapaiser notre pays. On doit redonner la perspective de vie. Vous savez, moi, il y a une chose qui a forgé mon engagement politique et qui est au cœur du projet que nous portons au Parti socialiste. On ne doit pas se satisfaire de la reproduction des inégalités d'une génération à l'autre. Si vous vous satisfaisez de ça, si vous considérez que c'est normal, alors vous créez de la défiance dans un pays et vous créez des oppositions systémiques entre les gens. Vous parlez de défiance dans un pays, il y a aussi beaucoup de défiance vers les politiques. Pourtant, il y a un beau candidat, François Hollande, qui a pas si longtemps que ça été président de la République et il a annoncé déjà en 2012 que lui, son ennemi, c'était la finance. Est-ce qu'en 2027, l'ennemi du Parti socialiste, c'est encore la finance? C'est la finance folle. C'est la finance qui va chercher toujours plus de marge pour certains contre la volonté de tous les autres. C'est cette finance qui n'est pas incarnée, qui n'a pas de lien. La finance, c'est pas le monde de l'entreprise. La finance, c'est ce truc un peu éloigné qui fait que les investisseurs sont en fait des fonds de pension de retraités du sud de la Californie qui viennent investir leur argent chez nous et qu'on fait prospérer sur le dos des travailleurs français. Oui, cette finance-là, elle doit être combattue de manière politique avec des propositions. Je ne dis pas qu'elle est inutile. Je dis qu'en tout cas, on ne doit pas la mettre au cœur de toutes les politiques économiques. Et ces dernières années, on l'a mis au cœur des politiques économiques. Quand Emmanuel Macron décide par des choix politiques extrêmement hasardeux pour celui qui était le Mozart de la finance et qui a planté les finances publiques de ce pays, de payer finalement que quand on ne travaille pas, quand on fait vivre son argent, on est moins taxé que quand on travaille. Là, c'est énorme. On marche sur la tête. Parce que de l'argent qui dort, des finalement petits rentiers, ils doivent être plus taxés que ceux qui se lèvent tous les matins pour aller bosser, qui font tourner notre pays. Vous savez, on a une audience très jeune. Si vous aviez un mot pour donner envie à un jeune de voter pour le Parti socialiste en 2027, ça serait lequel? Pour changer les choses, on a besoin de nous. On a besoin que les jeunes s'engagent et on a besoin que les jeunes aussi viennent nous bousculer, viennent nous faire part de leur volonté, leurs propositions. En fait, on a besoin de vous. Engagez-vous. Prenez votre part dans le pays. Prenez votre part dans le débat politique. Ne pensez pas que ce qui se passe, ça vous concerne pas. Faites entendre votre voix. Secouez ce pays qui sent la naphtaline et qui est en train de s'endormir. Secouez-le fort. Une des grandes questions quand on parle de réindustrialisation, c'est celle du coût du travail. Plus de 34 euros environ en Europe, plus de 40 euros en France, alors qu'on est à quelques dizaines d'euros en Chine, dans une grande partie de l'Afrique. Comment on fait pour réindustrialiser avec un coût de travail qui est aussi important? D'abord, le sujet, c'est pas le coût du travail.
En fait, le coût du travail, c'est un faux problème. Si on veut partir du principe qu'on devra toujours s'aligner vers le bas, on trouvera toujours plus bas que nous. Ça, c'est la première chose que je veux dire et qu'il faut en fait réaffirmer parce que il y a eu un grand principe pendant des décennies où en fait les libéraux nous ont fait croire que le problème ne venait que du coût du travail. La vérité, c'est qu'on a organisé nos dépendances. C'est-à-dire que le modèle social, c'est ça qui donne le coût du travail. Si on a un coût du travail élevé, c'est parce qu'en vérité, le salaire brut est élevé parce que le salaire brut permet de fixer un certain nombre de charges. Charges patronales, cotisations sociales, qui financent le fait que on ait un système de retraite, système hospitalier. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi est-ce qu'on a un modèle social fort. Si on veut se dire le coût du travail est trop élevé en France, déjà on regarde nos voisins et on se dit en Allemagne. Le coût du travail en Allemagne, il est aussi élevé, voire même un coup plus élevé qu'en France. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés de maintenir une industrie forte. Donc le sujet, c'est le sujet de la volonté politique. Et ce qui s'est passé ces dernières décennies, c'est que l'Europe, la France, l'Europe, a décidé d'épouser et d'embrasser un modèle économique qui est le modèle néolibéral, qui est le modèle de, finalement, cette marche du monde vers une forme de mondialisation heureuse, où on s'est dit, la production, c'est sale, l'industrie, c'est pas bien, comme on aurait un coût du travail trop cher, eh bien, on sait plus faire, on va plus faire, et donc on va laisser partir nos industries ailleurs, et on va devenir un continent de consommateurs. Mais ça, on a l'impression que c'est un peu des grands discours, mais qu'est-ce qu'on dit aux patrons, aux chefs d'entreprise? Par exemple, à Decathlon, ils peuvent plus se fixer sur l'inflation pour augmenter les salaires, et ça a engendré une grève de la part des salariés syndiqués à la CGT. Qu'est-ce qu'on dit aux patrons? Et c'est quoi le taux de marge chez Decathlon? Le taux de marge chez Decathlon, en vérité, comme dans beaucoup d'entreprises, on a un peu perdu aussi le sens du sujet. Quand on fixe des taux de marge dans une entreprise, et qu'on dit il faut qu'on ait un taux de marge à 4, à 5, à 6 ou à 7%, et qu'en même temps, on dit à nos salariés qui sont payés au SMIC, on dit aux caissières de Decathlon qui sont payés à ras des pâquerettes et qui n'arrivent plus à vivre, en fait, nous, on ne peut pas vous augmenter, il y a un moment, ça ne marche plus. Parce qu'en vérité, on est rentré dans une forme de mondialisation qui non seulement n'est pas heureuse, mais dans une forme de mondialisation un peu folle. C'est-à-dire qu'il faut toujours augmenter les taux de marge sur tous les sujets pour les actionnaires, pour reverser des dividendes, qui n'est pas investi ni dans l'outil productif et qui n'est pas redistribué aux salariés. Donc en fait, on a un schéma qui ne fonctionne plus. Et donc, moi, ce que je porte et ce que nous disons au Parti socialiste, c'est que à la fois, on doit protéger notre modèle social, le réadapter sur un certain nombre de besoins si nécessaire, faire que le salaire net se rapproche du salaire brut pour permettre de redonner du pouvoir d'achat, pour permettre de redégager des marges de manœuvre pour les entreprises, mais sur du fléchage ciblé, sur de l'investissement, sur de la réindustrialisation. Et donc, on peut toujours se lancer dans une espèce de course folle au moins 10 ans. Mais en fait, on aura toujours moins 10 ans que nous. On peut essayer de se comparer à la Chine. On peut se dire que demain, on va détruire notre modèle social et qu'ensuite, on sera au même niveau que la Chine. Mais la vérité, c'est que notre modèle, et c'est heureux ainsi, nous, on va pas exploiter les Ouïghours comme le font les Chinois. On va pas faire travailler des enfants dans des caves. On veut pas vivre comme on a vu des drames, que ce soit le Renza Plaza qui s'était écroulé sur les producteurs de textiles qui arrivent et qui sont déversés en Europe. Donc, en vérité, on doit assumer une forme de mondialisation nouvelle, avec une réindustrialisation européenne, avec un modèle social qu'on protège et qu'on défend, et avec un véritable renforcement de notre outil économique et de notre outil de production. Au-delà des discours, on parlait de réindustrialisation européenne, d'une nouvelle donne de la mondialisation. Dans les mesures, vous venez d'être nommé rapporteur d'un nouvel enjeu européen, dans les mesures concrètes, comment on fait pour empêcher quelqu'un, un chef d'entreprise, qui va les délocaliser en Asie, en Chine, qu'on peut hésiter, ou en Afrique? Comment on fait concrètement? Mais en vérité, déjà, un patron aujourd'hui, un chef d'entreprise, il délocalise pas ou plus en Chine ou en Asie. Parce que s'il le fait, et ça aussi, ça a été une tentative pendant un certain nombre d'années. Quand vous allez en Chine, moi je vais vous prendre un exemple, j'étais en Chine il y a 2 mois. Quand vous rencontrez les autorités chinoises, vous êtes une entreprise française ou une entreprise européenne, vous arrivez en Chine, on vous dit bonjour, bienvenue, merci, vous venez vous installer, mais c'est à nos conditions. Vos brevets, vos technologies, votre savoir-faire, c'est pour nous. Vous voulez continuer de vous installer pour faire du business?
Eh bien, moi, je pense qu'on peut reprendre une forme de mondialisation aussi éthique. Et surtout, on doit arrêter nos dépendances. On est dépendant de tout. On est dépendant des habits qu'on porte. On est dépendant de notre transition écologique avec les panneaux photovoltaïques ou les éoliennes. On est dépendant maintenant d'un certain nombre dans nos déplacements, les voitures, les scooters qu'on achète. On est dépendant de tout. On est des consommateurs. On ne produit plus. Et on a un monde qui est en train de se redéfinir sous nos yeux, avec une géopolitique qui s'est totalement bouleversée ces 5 dernières années. Et on fait comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'en fait, pendant des décennies, on a vécu, vous savez, avec le mythe de la chute du mur de Berlin a effacé toutes les critiques géopolitiques à l'échelle du monde. Et donc, c'est les grands accords post-Deuxième Guerre mondiale, cette forme de mondialisation rose. Bon, qu'est-ce qu'on voit? La Russie attaque l'Ukraine. Donc, une guerre à quelques milliers de kilomètres de Paris, qui menace donc directement notre intégration, nos frontières. Donald Trump, président des États-Unis, qui est sur une politique extrêmement agressive, l'Iran, ses sorties tous les jours, les droits de douane qu'il met, etc. Xi Jinping, qui fixe l'ambition chinoise pour les 20 prochaines années comme on l'a jamais vu. Les effets du dérèglement climatique qui sont sous nos yeux, les grandes transformations qui sont en train de s'opérer. Bon, on fait comme si de rien n'était et on reste là, nous, au milieu, au chaos. Et qu'est-ce qu'on a vécu au milieu de ça? Pardon, je finis là-dessus. On a vécu le Covid. Qu'est-ce qu'on a vu au moment du Covid? Quand le monde s'arrête. On a une pandémie qui arrive, un virus qui nous touche, on est confiné. Et on nous dit, eh bien, il faut qu'on puisse se protéger. Ah bah oui, pour pouvoir reprendre une activité normale. Bah oui, comment on se protège? Des masques. Ah, des masques, on en a des masques. On fait. Ben non, on n'a pas de masques. Ils sont faits où les masques? Ben, ils sont faits en Chine. Vous vous rappelez de ces scènes sur les tarmacs des aéroports où les douaniers se battaient les cartons de masques qui arrivaient? Bon, on n'avait pas de masques, on savait pas faire. Nos hôpitaux publics étaient remplis dans les services de réanimation et il fallait qu'on ait des respirateurs artificiels pour que les gens évitent de mourir du Covid. On n'avait pas assez de réanimateurs artificiels. Comment on faisait? On allait acheter des masques de plongée chez Decathlon. Bon, mais on voit bien qu'en fait, cette dépendance permanente sur l'énergie, sur la production, sur la santé, sur les médicaments, demain sur la défense, donc sur tous nos pans industriels, nous mettent dans une situation de soumission vis-à-vis de tout le reste du monde. Et en réalité, si on ne se réveille pas maintenant, la France, l'Europe, ne sera qu'un musée à ciel ouvert. On viendra nous voir parce qu'on aura des beaux monuments, parce qu'on a une belle histoire, mais c'est tout. Et on sera dépendant de tous les autres pour tout le reste. L'enjeu, le verdict et l'analyse, je pense qu'il y a déjà guerre pour beaucoup de monde. Mais qu'est-ce qu'on propose concrètement? Je suis pas certain qu'il y ait quoi clair pour beaucoup. C'est quoi les outils que l'Union européenne est là? L'outil qu'elle doit activer, c'est ce que je vais porter dans l'Industrial Accelerator Act, c'est de construire une véritable souveraineté européenne. Vous savez, quand je suis allé en Chine, le sous-ministre du Commerce m'a dit « Chez vous, les Européens et les Français en particulier, il y a 2 choses que j'admire. La première, c'est votre équipe de France de foot. J'espère qu'il nous donnera raison dans quelques jours. La deuxième, c'est la puissance de votre marché intérieur. Le marché intérieur, c'est ce formidable outil qu'a l'Union européenne d'avoir un marché unique avec des règles communes, avec une volonté d'avancer ensemble, avec pour beaucoup de pays une monnaie commune qui est forte et qui permet d'avoir un impact sur le monde en termes de consommation. On est le premier marché du monde. Quand la Chine est en crise sur son marché intérieur, quel est le marché de report? C'est le marché de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que ce marché intérieur européen, il nous permet d'avoir cette force. Donc, on se sert de cette force politique qui est le marché intérieur. Et quand on a le marché intérieur comme force politique, on dit, eh bien, désormais, ce sera le Buy European Act. Désormais, ce sera du Made in Europe. Désormais, ce sera une réindustrialisation. Et on favorise nos industries. Et on favorise nos productions. Et dans nos marchés publics, on dit 15% du PIB des marchés publics européens. Et on dit, vous êtes une entreprise, on doit refaire le tramway ou le métro de Paris. Il y a un grand appel d'offres qui est fait. Eh bien, les entreprises qui peuvent candidater et qui peuvent gagner ce marché, ce sont des entreprises européennes. On dit qu'on doit faire un grand investissement pour demain la transition énergétique en installant des panneaux solaires à l'échelle de très grandes régions, par exemple. Eh bien, ce sera un marché public européen qui vous permettra. On fait du ciment, on fait de la décarbonation pour la construction. Eh bien, ce sera avec les entreprises européennes. Et si on fait ça,
si on fixe un plan, si on fixe une stratégie, on peut reprendre la main et le contrôle sur nos vies, on peut reprendre la construction d'un grand destin commun au niveau européen. Sauf que l'ADN européen, son ADN est libéral. Est-ce que ça veut dire que le modèle libéral européen, il a atteint ses limites aujourd'hui? Et le modèle libéral mondial est mort. Et c'est-à-dire que les grands économistes libéraux doivent aussi, et d'ailleurs dans leurs travaux en réalité ils sont plus avancés que les politiques, mais ceux qui sont les politiques issus de ce modèle-là, de ce modèle libéral, doivent le comprendre. Le modèle libéral tel qu'il a été pensé, tel qu'il a été imaginé dans cette forme de mondialisation heureuse qui allait tirer tout le monde vers le haut, qui allait faire la répartition à l'échelle du monde selon qui pouvait produire, qui pouvait faire ci, qui pouvait faire ça, n'existe plus. Les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, ne sont plus respectées par personne. Donc aujourd'hui, on est dans une forme de nouvelle concurrence permanente entre les États, entre les continents, et donc on doit reprendre la capacité de production avec nos armes, avec notre vision. Et moi, ce que je veux faire avec ce texte, c'est aussi faire comprendre à tous ceux qui sont encore enfermés sur le vieux schéma et le vieux mythe libéral qui voudrait dire, et ça revient à la première question que vous me posiez, qu'il faudrait toujours baisser le coût du travail, qu'il faudrait toujours tuer le modèle social, que la réponse et que la solution ne se trouvent pas là, et qu'on peut faire avec notre force, avec nos outils, une nouvelle économie qui est décarbonée, une puissance industrielle qui est réaffirmée, une volonté conjointe d'arriver à redevenir un continent qui produit de manière forte. Parce que nos industriels et nos industries ont besoin de ce soutien et de cet accompagnement public. On déverse des milliards d'euros chaque année, que ce soit par les marchés publics, par les subventions directes des États à l'industrie, sans avoir des règles fixées. Vous savez, la Chine, c'est pas moins d'États, la Chine, c'est plus d'États. C'est une planification précise. Ce sont les plans quinquennaux. Le plan quinquennal de Xi Jinping, il fixe les orientations. Quand est-ce que l'Europe va fixer ses orientations et va se réveiller? Moi, c'est ce que je veux faire avec ce texte. Parce que je crois qu'on a la force, qu'on a le savoir-faire, qu'on a la capacité et qu'en plus, on a le modèle social qui permet d'avoir à la fois cet effet d'entraînement de production, ce filet de sécurité, de solidarité dans la société et qui permet de garder nos forces telles qu'on les a aujourd'hui et de les renforcer avec une production d'eau. Il y a quand même des secteurs, on a l'impression que l'indépendance européenne, elle n'arrivera jamais. Les semi-conducteurs, on dépend à 80-90% des importations asiatiques. Est-ce que l'Europe, elle est condamnée à être dépendante de l'Asie sur cette thématique-là? Je ne le crois pas. Mais de la même manière que je ne crois pas que nous sommes condamnés à rester dépendants sur notre énergie. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de l'agression de la Russie sur l'Ukraine. L'Union européenne a diminué sa consommation de gaz russe pour aller se mettre sous domination du gaz américain. Donc en fait, on choisit qui porte la chaîne qui nous relie finalement à nos dépendances du monde. Et moi, je ne suis pas là pour négocier le poids des chaînes. Je suis là pour briser ces chaînes. Et pour dire que quand on a en France, par exemple, une industrie qui peut se décarboner par l'électricité, pourquoi est-ce que le coût de l'électricité en France est autant taxé que le coût des hydrocarbures qu'on importe et qu'aujourd'hui, il nous fait payer notre plein d'essence à 2 € le litre quand on prend sa voiture tous les jours, alors qu'on aurait pu faire la transition vers un modèle de 100% de voitures électriques dans ce pays si on avait eu le courage de le faire et qu'on sait qu'aujourd'hui, toute l'électricité qu'on produit en France, on ne la consomme même pas en intégralité et qu'on préfère là aussi aller chercher des hydrocarbures dans les pays dans les pays du Golfe. On préfère aller acheter du gaz aux États-Unis, qu'on préfère de continuer d'acheter un peu de gaz à la Russie. Mais en fait, arrêtons ces dépendances. On est en capacité de les produire. Sur la question des micro-conducteurs, des semi-conducteurs, enfin, on a des capacités industrielles. Mais forcément, on les a jamais accompagnés, on les a jamais favorisés, on les a jamais amenés. Sur l'intelligence artificielle telle qu'on la voit aujourd'hui, qui arrive dans nos vies et qui va bouleverser le monde de demain, on a des géants de l'intelligence artificielle qu'on aurait pu accompagner. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, 70% de tout ce qui est lié au numérique dans les chaînes européennes soit financé par les Américains? Et c'est plus possible de vivre comme ça. En fait, on doit reprendre une part de stratégie, de planification, d'organisation de notre économie. Et je le dis, ça peut paraître très utopiste. Et les industriels et le monde économique attendent ça. Il attend du politique qu'on amène de la force,
qu'on libère les énergies, qu'on soit en capacité de produire demain mieux et différemment. Vous parlez de produire stratégiquement et de la planification. Vous avez cité la Chine. Est-ce que vous pensez que l'Europe doit se calquer sur la planification économique chinoise pour avancer plus vite? Je ne sais pas si elle doit se calquer. Je pense qu'en tout cas, elle doit en tirer les avantages. Quand on a des secteurs qui sont des secteurs stratégiques, aéronautique, mobilité automobile, décarbonation de nos industries, tout ce qui est lié à la transition écologique, le numérique, la question de la santé, la défense évidemment, l'aérospatiale, si on n'est pas capable de planifier à la fois nos investissements, notre stratégie à court, moyen et long terme, bah forcément on court derrière. Je vous donne un exemple. Il y a 30 ans, quand la Chine a décidé dans son plan quinquennal, qui était avec le prédécesseur de Xi Jinping, de faire de la Chine le premier producteur au monde de panneaux solaires, l'Europe à ce moment-là produisait 80% des panneaux solaires dans le monde. Vous m'entendez? 80% des panneaux solaires dans le monde. La Chine a décidé cette stratégie. Elle a subventionné. Elle a fait du dumping pour aller tuer une à une nos industries. On a laissé partir cette industrie. On l'a laissé mourir. 25 ans plus tard, 90% des panneaux photovoltaïques dans le monde sont produits en Chine. Quand vous voyez aujourd'hui ce qui est en train de se passer avec BYD, pour donner que cet exemple sur l'automobile, les Allemands peuvent m'expliquer que Mercedes, Audi et BMW vont rester des leaders. C'est aujourd'hui faux. Il s'est vendu cette année plus de BYD que n'importe quelle autre voiture dans le monde. Parce que les Chinois ont compris cette stratégie. Et parce qu'ils vont faire de l'automobile et de l'automobile propre un nouveau segment. Parce que, vous savez, les conservateurs, moi je les vois au Parlement européen qui se battent, qui disent là, le Green Deal, c'est une catastrophe, c'est en train de nous tuer parce qu'on veut imposer la voiture électrique. Mais parce qu'on a encore pris le chemin à l'envers. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, on va faire la voiture électrique, mais la voiture électrique est aujourd'hui trop chère parce qu'on n'est pas capable de produire une voiture électrique moins chère. Mais ce que l'Europe doit proposer, c'est que demain, moi, je rêve que nos géants industriels de l'automobile en Europe disent « Ok, on va partir sur 100% de voitures électriques, mais on va faire des voitures électriques qui sont pas chères pour que tout le monde puisse rouler à l'électrique. Parce que demain, si tout le monde peut rouler à l'électrique, c'est la décarbonation. C'est moins cher pour le portefeuille des consommateurs plutôt que de consommer de l'essence ou du gasoil. » C'est ça qu'on doit faire, c'est cette stratégie-là. Tous ces investissements, ces stratégies, ça nécessite de l'argent. On va le trouver où, cet argent? On l'a, C'est en argent, comme en Europe. Et cet argent, on l'a. Chaque année, on dégage en France des centaines de milliards d'euros. Je ne vais pas rentrer dans le chiffre précis parce qu'il y a débat. Certains, mon collègue sénateur communiste au Sénat, Fabien Gay, parle de 211 milliards un peu par an d'aide aux entreprises. Mais on le fait comment? Comme ça, par saupoudrage. On dit alors là, on va donner un peu ci, là, on va donner un peu ça, là, on va faire comme ça. Mais en fait, non, on doit fixer les stratégies. Et on doit dire, sur les aides aux entreprises, on les ciblera comme ça, sur tel secteur. L'industrie de la défense, c'est prioritaire, on priorise. L'industrie de la transition écologique, c'est prioritaire, on priorise. Et on fixe les budgets comme ça. Ensuite, comment on trouve l'argent? 15% du PIB européen, ce sont nos marchés publics, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. 1500 milliards d'euros chaque année est payé par la puissance publique, collectivités, États, etc., sur des marchés publics. Ben, on va décider sur les entreprises. Et si vous donnez cette perspective-là aux industriels, si vous leur dites, mais l'industrie, nous, on y croit. Moi, je crois à la capacité de production en Europe. Moi, je crois dans les patrons qui recherchent. J'étais encore vendredi à Lyon avec des patrons qui travaillent dans le textile, notamment dans le textile technique et dans le textile militaire. On leur dit, ben, on y croit. On va le faire. Et on va le faire ensemble. Et on va vous accompagner. Et on va redonner ta question. On va redonner de la puissance et de la capacité d'investissement et l'investissement privé. Moi, je ne suis pas contre. Si demain, les Chinois, parce que les Chinois, ils s'adaptent toujours, les Américains s'adapteront aussi, ils veulent venir investir dans ces entreprises-là. Parce qu'ils disent, bah, attention, là, il y a des marchés émergents qui vont arriver. On leur laissera les investissements ouverts. Mais jusqu'à une certaine somme. 49% maximum d'une entreprise. Parce qu'on doit rester aussi majoritaire. C'est comme ça qu'on doit poser dans le rapport de force politique et économique à l'échelle du monde. Merci beaucoup, monsieur Denis. Merci à vous. Merci.